Alors, docteur Louis Fouché, vous êtes assigné à comparution devant l'Ordre des médecins à Marseille. Expliquez-nous qu'est-ce qu'on vous reproche et qu'est-ce que vous risquez. Merci beaucoup Daniel de me poser la question et de me donner la parole. Et puis avant même de répondre, j'aimerais bien faire un petit coup de chapeau à Covidub parce que c'est rare que je soutienne des projets ou que je les parraine. Et là, en l'occurrence, je pense que c'est vraiment intéressant que des journalistes, des citoyens se groupent ensemble et proposent d'autres regards médiatiques. Et tout ce que j'ai vu produit par Covidub était de qualité, permettait de se faire une idée précise sur les choses avec une sorte de patience, de recul, à la fois cette rondeur suisse peut-être et en même temps cette prudence qui me semble être l'intelligence du courage. Donc voilà, grand coup de chapeau à Covidub. Il y a un crowdfunding en cours et pour ceux qui voudraient soutenir, je pense que c'est vraiment important pour nous permettre d'avoir des médias de qualité. Voilà, cette parenthèse étant à part. Vous avez raison, Daniel, de me poser la question de qu'est-ce qu'on risque, parce que finalement, c'est toujours cette évaluation du bénéfice, du risque, du bénéfice de la toxicité. Et je vais être prudent dans ma parole publique relativement à cette commission, parce que justement, le risque est assez important, puisqu'au pire, je pourrais être radié de l'ordre des médecins, définitivement, radié temporairement, recevoir un blâme, recevoir un avertissement, ou rien du tout. Et on est dans le contexte de ce qu'on appelle une juridiction d'exception, c'est-à-dire que c'est la juridiction ordinale. Finalement, ça n'est pas le droit commun, ça n'est pas le droit pénal, ça n'est pas le droit civil. C'est une juridiction d'exception qui a rapport au code de déontologie, qui lui-même est une partie du code civil. Et comme juridiction d'exception, elle peut se trouver devenir une juridiction politique finalement. Ne pas défendre réellement la question déontologique, mais se retrouver dans une position inconfortable de devoir faire taire un messager qui serait en désaccord avec la chose publique. Donc il y a un magistrat lors de la première audience, lors de la première instance, un magistrat et 4 médecins qui font partie de ce qu'on appelle le Conseil régional de l'ordre des médecins, le CROM en France, et qui forment la commission disciplinaire. Eux sont en charge de juger, mais l'accusation elle-même n'est pas portée par le CROM, parce que elle est portée par le CNOM, le Conseil national de l'ordre des médecins. Donc, il faut bien différencier les choses dans ces structures institutionnelles. Et en quoi consiste cette accusation? Quels sont les reproches qui sont faits? Alors, les griefs sont multiples et fournis, mais ils ont tous un rapport à ma parole publique. Pas du tout à ma pratique médicale, ni à mon exercice médical, mais à ma parole publique, en disant que finalement, j'ai mis en danger la population, j'ai mis en danger l'image de la profession de médecin, j'ai mis en danger l'image des institutions publiques sanitaires par ma parole publique, notamment en parlant de l'hydroxychloroquine, en parlant de l'ivermectine, en parlant des effets secondaires des vaccins et de leur toxicité potentielle, des risques sur les cycles féminins et sur la fertilité. Voilà, c'est à peu près, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais on va dire que ça se tourne autour de ces griefs-là. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que derrière ces griefs, il y a aussi une sorte de caricature qui est faite de votre personnage? Oui, effectivement, je pense que c'est très difficile dans ce moment qu'on vit de pouvoir porter un message de manière claire sans qu'il soit sans cesse pourri d'interférences médiatiques qui cherchent à nous faire dire autre chose que ce qu'on dit, à tronquer une partie de la parole, etc. En ça où je remercie encore une fois Covidub, c'est que la plupart des médias dans lesquels je suis passé, qui ne sont pas Covidub, essayent de prendre un petit bout de phrase, un petit morceau de ce que vous dites, et puis de le retourner à l'envers, ou de faire ou parfois même de ne même pas vous appeler ou de vous donner la parole et de faire un article sur vous sans même que vous y soyez présent. Ça a été la majorité de mon expérience médiatique, jusqu'à construire un personnage médiatique qui n'a rien à voir avec le docteur Fouché. Si on regarde la fiche Wikipédia qui me concerne, je n'y ai pas accès. Aucune des personnes qui pourraient être autour de moi n'y a accès. On ne peut pas la transformer. Elle fait l'objet de ce qu'on appelle une guerre d'édition. Et dedans est rapporté que je serais un gourou d'une secte anti-vax d'extrême droite, anti-masque, qui appelle à la violence, qui maltraite les patients, qui est doloriste et qui fricote avec des néo-nazis. Bon, ça fait beaucoup à porter pour une seule personne. Et vous imaginez que le Conseil de l'ordre lui-même est dans cette tension entre mais qu'est-ce qu'a dit réellement le docteur Fouché et qu'est-ce qui est de l'ordre d'une sorte de monstre, au sens monstre, hein, ce qu'on montre, spectaculaire, créé par les médias pour essayer de faire un grand méchant loup des gens qui étaient dans la contestation. Donc effectivement, c'est un des enjeux pour moi importants au niveau judiciaire, c'est d'arriver à ce que le CNOM et le CROM, les conseils de l'ordre, prennent la mesure de la distance entre ce que j'ai pu dire et la façon dont je l'ai dit, et puis les propos qui en ont été rapportés.
Est-ce que c'est pas frappant pour vous de constater que vos anciens amis, enfin certains d'entre eux, vous étiez proches des mouvements écologiques par exemple, ces anciens amis sont les plus virulents contre vous, en train de vous assimiler à l'extrême droite, au fascisme, à la secte, au gourou, etc. Alors à la fois c'est un peu douloureux et triste dans les relations amicales qu'on pourrait avoir, et en même temps je ne me faisais pas d'illusions sur le fait que la parole publique aujourd'hui est un sport de combat, et que c'est pas une, on vous laisse pas dire ce que vous voulez, quand bien même vous diriez ce que vous voulez, on va le transformer, et puis tout va être fait pour essayer de diviser. J'essaie d'apporter une parole moi qui, où la boussole est d'essayer de se réunir, de se mettre en lien. Je pense que les citoyens ont tout intérêt à se regrouper. Dans ça aussi, ou dans l'interview qu'on est en train de faire, je dirais jamais de mal du CNOM ou du CROM. Je pense qu'on a besoin d'institutions. Je pense que j'aimerais pas être à leur place en fait, à devoir faire un jugement sur quelque chose qui est évidemment complexe et où ils vont devoir le réduire à quelque chose de simpliste. Euh, je crois vraiment qu'on a besoin de se rapprocher. Et au fond, mon espoir, c'est que de cette commission disciplinaire puisse jaillir autre chose. Peut-être un espace de dialogue, peut-être une ouverture à des possibilités de contradiction et de contradictoire. Jusqu'ici, ça n'a pas été ouvert. Peut-être pour la raison de l'urgence, de la panique, peut-être pour la raison de l'incompétence de certains, de la précipitation. Mais moi, c'est parfaitement mon travail de réanimation. C'est-à-dire d'arriver sur une situation urgente, de prendre le protocole, de me rendre compte qu'il n'est pas tout à fait adapté à la situation précise ici, et que je vais avoir besoin d'aide. Je vais avoir besoin d'appeler le chirurgien, je vais avoir besoin d'appeler l'interniste, je vais avoir besoin d'appeler le radiologue, je vais avoir besoin d'appeler à l'aide, et ensemble, on va refaire quelque chose de spécifique pour ce patient-là, en s'inspirant un petit peu des recommandations du début, mais si vous regardez, très souvent, ce qu'on fait n'a plus rien à voir avec les recommandations qui étaient proposées au début. C'est ce qu'on a Donc fait dans le Covid. vous souhaitez que cette situation de conflit qui a lieu maintenant débouche sur une discussion confraternelle. Exactement. Et au fond, c'est peut-être soit une des erreurs de procédure, soit un des manquements qui a eu lieu. C'est que je n'aurais jamais dû avoir une commission disciplinaire comme première rencontre avec le Conseil de l'ordre. J'aurais dû avoir une confrontation confraternelle, qui est normalement l'usage. C'est-à-dire que le Conseil de l'ordre a mon numéro de téléphone, ils savent qui je suis, ils ont qu'à me téléphoner, dire bon, Louis, est-ce qu'on peut discuter? On a peut-être des choses à se dire, toi au niveau scientifique, etc., nous au niveau posture médiatique. Sauf que cette discussion n'a jamais eu lieu. Et ça n'a pas été faute d'essayer de la mettre en place. J'ai eu cette discussion avec mes tutelles institutionnelles hospitalières à 2 reprises. Et à 2 reprises, ces tutelles hospitalières ont dit, bah oui, non, en fait, quand on vous écoute et qu'on comprend ce que vous voulez dire, on comprend que ça va, votre posture, elle est OK, continuez à parler. Et c'est ce qui m'a été dit à 2 reprises par les directeurs généraux de l'assistance publique. C'est non, vous pouvez parler, vous avez raison, en fait, et il faut même parler. Donc au fond, vous avez l'espoir qu'à travers cette prise de conscience de la part de vos confrères qui vous attaquent maintenant, vous avez l'espoir de déboucher sur une situation semblable à celle de Christian Perron, qui a finalement été blanchi. Oui, moi j'aimerais bien ça, mais au-delà de ma situation personnelle, j'aimerais que ça puisse servir au fond que les questionnements multiples qui sont adressés au Conseil de l'ordre par tous les médecins qui ont parlé publiquement, plutôt qu'une réaction de raidissement et de sclérose consistant à vouloir éradiquer le messager parce que c'est trop perturbant, qu'elles aboutissent au fond à ouvrir un espace de discussion. Et ça, c'est presque politique quelque part. Est-ce qu'on veut une société où des instances tutélaires décident pour nous, ou est-ce qu'on fait partie de la discussion et on fait partie de la démocratie sanitaire en tant que médecin et en tant que citoyen? Moi, j'espère une démocratie sanitaire. Et peut-être qu'il y a une part de stratégie pour le Conseil de l'ordre à comprendre que si la discussion est complètement fermée, ça veut dire qu'ils postulent qu'ils peuvent éradiquer la contradiction, qu'il n'y aura jamais personne qui ouvrira la bouche. Sauf que c'est pas ce qui est en train de se passer. Il y a de plus en plus de témoignages d'effets secondaires. Il y a de plus en plus d'études scientifiques qui nous montrent que ces produits sont toxiques, pas suffisamment sûrs, défectueux et peu efficaces. Et donc, ils auraient peut-être tout intérêt à être les premiers à avoir ouvert la discussion. Comprenez-moi, le premier qui aura ouvert la discussion contradictoire pourra dire « Bon, je savais pas, j'étais responsable mais pas coupable ». Alors que celui qui l'a toujours clos et toujours essayé de faire taire, il y a des chances que si un jour il est poursuivi, il soit responsable et coupable. Voilà, quel parallèle on pourrait tirer entre ce qui est arrivé récemment au professeur Henri Joyeux, donc radié pour 2 ans de l'exercice de la médecine, et votre situation? Alors, il y a
peut-être des parallèles à dresser, mais pas du tout, je connais pas complètement le message du professeur Joyeux. Je sais qu'il travaille beaucoup sur la question de l'alimentation, de l'épigénétique, de la prévention, notamment dans le cancer, qui est de son champ favori, et qu'il a aussi critiqué un certain nombre de produits vaccinaux pour leurs adjuvants, pour les insuffisances méthodologiques qui ont été faites. Ça me semble une position critique intéressante et contradictoire intéressante, mais quelque part, il a été radié. C'est par le Conseil de l'Ordre. Et ça veut dire que cette contestation, pour le moment, n'est pas audible par les gens qui sont en face. Et ça, pour moi, ça invite à une prudence stratégique. Ça veut dire, la prudence, c'est l'intelligence du courage chez Aristote. C'est pas de la couardise ni de la poltronnerie. C'est dire, est-ce que à cet endroit-là, je peux faire quelque chose? Et je vous donne un exemple, c'est que je connais des confrères qui sont allés devant le Conseil de l'Ordre et qui ont essayé de faire le procès du Conseil de l'Ordre. Parce que ils avaient raison. Sur le fond, ils ont raison sur la question du consentement éclairé, sur la question de la toxicité, etc. Sauf que, moi, quand je vais me retrouver dans le Conseil de l'Ordre, c'est eux qui me jugent. Et donc, il est évidemment pas possible que je fasse le jugement à ce moment-là. Sinon, je vais m'en prendre plein la figure. Et ça, c'est une histoire de posture diplomatique. Au fond, quelque chose que les Suisses connaissent très bien, c'est arriver à ce qu'on arrive à garder la paix, et y compris dans la contradiction. C'est pas évident du tout, parce qu'on a envie d'être en colère. Évidemment, moi j'aurais envie de dire ces vaccins sont des trucs toxiques et il faut vite les retirer du marché. Mais il faut vous imaginer que les gens qui sont dans le Conseil de l'Ordre n'ont pas la moindre idée de tout ce que nous avons pu comprendre ces 3 dernières années. Pour eux, le vaccin est sûr et efficace. Les institutions sont dignes de confiance. Les grandes entreprises pharmaceutiques ne cherchent pas particulièrement le profit, mais plutôt le bien-être de l'humanité. Voilà, on part de ce postulat-là. Donc si vous arrivez dedans en disant bon, c'est tous des salopards qui ont essayé de nous buter en nous fourguant un produit toxique, il y a des chances que vous soyez perçu comme un dangereux fou furieux et qu'on cherche à vous faire taire, c'est trop perturbant. Ça va? Je sais pas si ça répond à votre question, Daniel. Oui, tout à fait. Alors, j'aimerais maintenant vous poser la question. Comment réagirez-vous si, malgré vos efforts, vous êtes radié de la profession, par exemple? Alors, il y a toujours alors je sais pas comment je réagirais. Il y a une part émotionnelle qui est probablement incontrôlable, une part de tristesse et d'indignation qui sera là, évidemment. Et en même temps, comment transformer ça? Je vais dire ça autrement avant de répondre à votre question. Est-ce que j'ai des raisons quelconques d'être en colère contre le Conseil de l'Ordre? Mais non. En fait, c'est tout à fait légitime qu'ils m'attaquent sur la question de ma parole publique, puisque ma parole publique était justement là pour les faire réagir. Donc, ça doit me retourner sur moi-même et dire, est-ce que dans ma parole publique, j'ai été suffisamment prudent, effectivement, pour qu'ils arrivent à l'accepter, à l'entendre, est-ce que ce soit suffisamment progressif pour que ça induise une transformation, ou est-ce que c'est arrivé comme une espèce de violence trop importante qui ne pouvait pas les transformer? Donc moi, ça m'interroge beaucoup, je me retourne plutôt sur moi-même dans cette histoire. Je suis pas en train de dire, c'est leur faute. Je dis, tiens, effectivement, voilà. En y réfléchissant bien, je pense que j'ai fait le plus attention que je pouvais, que j'ai fait de mon mieux dans une situation où je jugeais que certaines choses étaient urgentes et nécessitaient d'être dites. Bon, voilà, on aurait pu sûrement faire différemment a posteriori. Maintenant, qu'est-ce que je ferais si jamais je suis condamné? Bah, évidemment, il y aura un appel, parce que je ne suis pas d'accord avec cette condamnation. Je suis pas d'accord sur le fond, sur le fait que ça nécessite une condamnation déontologique. Parce que la question de fond, vous pouvez la traiter de manière scientifique en disant bon, c'est une affaire sur les vaccins, l'hydroxychloroquine. Sauf que non, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Plusieurs fois, il y a eu des allers-retours de dossiers entre eux et moi, et ils ne veulent pas entendre parler de ça. Ils disent qu'ils sont pas capables de comprendre. C'est une affaire uniquement déontologique. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire déon en grec? Ça veut dire ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire en tant que médecin? Est-ce que un médecin est fondé ou non à prendre la parole contre les recommandations des tutelles institutionnelles? Bah, peut-être que si le médecin le fait en ayant des conflits d'intérêts, en ayant une rétribution pécuniaire ou symbolique forte de sa parole publique, en ayant une parole non mesurée, invectivant, étant en permanence dans la désignation d'un coupable, etc. Dans un contexte où les tutelles font de leur mieux, on a essayé de faire des recommandations qui étaient le plus balancées possible et équilibrées, n'étant pas excessives, étant faites dans une concertation publique avec une convocation de la démocratie sanitaire et des médecins, le tout dans un contexte d'urgence terrible. Alors à ce moment-là, effectivement, le médecin n'est pas fondé à parler. Il ne doit pas parler. Par contre, si le médecin le fait de manière douce, patiente,
en essayant d'exposer des faits issus de sa pratique clinique, d'une convocation de la pratique clinique de l'ensemble de ses confrères qu'il a pu réunir en réseau, lié à une parole scientifique qu'il a lui-même réussi à réunir de manière critique, et puis en réunissant cette parole scientifique de manière collective, dans Réinfo Covid, dans le Conseil scientifique indépendant, dans Bon Sens, dans toutes les autres structures auxquelles j'ai pu contribuer, le tout sans rétribution personnelle, ni symbolique ni financière, en respectant tous ces impératifs déontologiques de déclaration de ces conflits d'intérêts, alors même que les recommandations étaient non équilibrées, excessives, à l'évidence. Voilà, je rappelle quand même que les gens ont dû mettre leur masque pour aller faire pipi et l'enlever quand ils finissaient leur mousse au chocolat au restaurant. On est quand même dans quelque chose qui n'est pas équilibré et qui n'a rien à voir avec un côté sanitaire. Le tout dans un contexte où l'urgence finalement était toute relative et la gravité toute relative, quand la létalité globale donnée par UNAIDS pour les 0 à 59 ans est de 0,095%. Alors là, oui, le médecin est fondé à parler. Il ne peut pas seulement parler, il doit parler. Et je pense que j'étais dans ce contexte-là, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Voilà. Est-ce que pour conclure, la confrontation dont vous êtes l'objet, est-ce que elle peut donner lieu à des projets, à des réactions au niveau du public, au niveau des organisations, des différents mouvements soit ceux qui vous soutiennent ou d'autres, et déboucher sur une prise de conscience plus globale dans la population? Alors moi, c'est mon grand espoir, c'est qu'au fond, on soit dans une sorte d'aïkido où effectivement, j'ai donné une poussée, je reçois une action. Cette action, est-ce qu'on arrive à la mettre au centre et à se souvenir de ce qu'on cherche à faire? Sauver le docteur Fouché, on va dire, bon, oui, pour moi, c'est important, mais pour le public, on va dire, c'est peut-être pas le cœur du sujet. Et effectivement, je reçois beaucoup de soutien, beaucoup de témoignages de soutien qui me sont précieux à titre personnel parce qu'ils sont très soutenants, ils me permettent de garder de la force et du courage. Peut-être qu'il n'y aurait pas tout ça, je serais au fond de chez moi en train de me dire ah là là, c'est dans 2 semaines, à quelle sauce je vais être mangé, de tourner en rond dans ma tête, en boucle. Vous savez, comme quand on reçoit quelque chose qui nous fait peur au fond. Là où je n'ai plus aucune peur, et c'est grâce aux gens qui sont autour. Donc j'ai un grand merci et beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour ça. Notamment, je passe un coup de chapeau à une petite équipe qui se reconnaîtra, qui a passé des heures et des heures à recueillir des témoignages sur des CERFA avec photocopie des pièces d'identité pour aller nourrir le soutien du public sur ma posture déontologique. Ça, j'aurais jamais pu le faire tout seul. Et c'est grâce à eux que c'est possible parce qu'ils l'ont fait en 48 heures et à se coucher à 5 heures du matin, etc. Et donc, voilà, moi j'ai juste mon cœur qui déborde de gratitude pour ça et j'enverrai les caisses de champagne en temps et en heure. Mais là, pour le moment, c'est un peu tôt. Je suis un peu le nez dans le guidon. Donc il y a ça d'un côté. Et de l'autre côté, donc cet espoir que toute cette énergie, elle ne retombe pas comme un soufflet en vain dès que c'est fini. Mais qu'au contraire, elle soit un prétexte, une occasion pour beaucoup de gens qui depuis 3 mois se disent bon, il y a tellement de choses quoi, depuis les punaises de lit jusqu'à la guerre en Ukraine, en passant par le Covid et voilà, on est un peu submergé. Où est-ce qu'on peut mettre en passant par l'éducation à la vie relationnelle, sexuelle, etc. des enfants, où est-ce qu'on peut mettre notre énergie de manière efficace? Et l'idée, c'est que peut-être, en tout cas, il y a des gens qui ont dit qu'ils allaient créer le jour J, en grande pompe, les enfants d'Hippocrate, qui sera un collectif pour des thérapeutiques sûres et efficaces. Sous-entendu, pour bannir toutes les thérapeutiques en bois qui servent à rien, qui sont promues par l'industrie et les médias et les gouvernements pour faire du pognon. Voilà. Mais pour ça, il faut être méthodique, stratégique. Et mon espoir, c'est à la fois qu'on bannisse ces thérapeutiques, mais surtout qu'on reconnaisse les victimes des effets secondaires des vaccins Covid. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont que leurs yeux pour pleurer, ils peuvent que crier sur Twitter ou Internet, et en gros, personne s'occupe d'eux, tout le monde s'en fout. Et c'est pas normal, pour moi en tant que soignant. On doit prendre soin de ceux qui sont le plus touchés. On doit serrer les coudes entre frères et sœurs humains. Et serrer les coudes, ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui développer la spikologie. La spikologie, c'est cette étude de toutes les maladies liées à cette vaccination et au Covid long et aux effets secondaires du vaccin. Alors aujourd'hui, ça n'existe pas en France. Or, ça commence à exister aux États-Unis avec Peter McCullough, avec Ryan Cole, avec mon ami Pierre Corry, qui est réanimateur, qui ont ouvert des cliniques de spikologie pour mettre en place des thérapeutiques. Et on a tous les éléments scientifiques pour nous aider. Le professeur Jean-Marc Sabatier connaît par cœur le retentissement de spike sur le système rénine-angiotensine et les thérapeutiques simples à mettre en œuvre pour essayer d'aider ces patients. Pourquoi ça n'existe pas encore? Aujourd'hui, on a des tests qui existent permettant de mettre en évidence la spike vaccinale dans le sang ou dans les tissus. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas de routine?
pour permettre chaque fois qu'il y a quelque chose de pas très clair et qui pourrait être lié à la vaccination, qu'on dose dans le sang la spike vaccinale et qu'on dise ah oui, ça a l'air d'être lié à ça, il faut qu'on mette en route les thérapeutiques adaptées. Voilà, moi mon espoir c'est qu'au fond, le jour J, on se réunisse tous, on puisse retisser tous les réseaux de personnes qui ont des effets secondaires et de gens qui ont été actifs jusqu'ici, et que ça donne lieu à une action méthodique, déterminée et patiente pour d'abord arriver au retrait du marché de ces produits qui sont trop toxiques, insuffisamment sûrs et insuffisamment efficaces, et qui sont défectueux en fait en termes de qualité, à reconnaître les effets secondaires, à commencer leurs soins, et puis après, et plus si affinité. On voit que y a une énorme campagne pour le Gardasil, qui est un produit encore plus toxique peut-être que si c'était encore possible que les vaccinations Covid. Et ça on le sait, je veux dire, toutes les données scientifiques sont déjà là, épidémiologiques. On est en train de promouvoir le Beyfortus, qui est un anticorps monoclonal en prévention chez les nourrissons. C'est très choquant, vu les données cliniques des AMM conditionnels. Bon bah voilà, va y avoir du boulot, quoi. Ouais, donc vous me demandiez ce que j'allais faire si je suis radis. J'ai plein d'autres idées, il y a plein de choses à faire. Bien sûr, docteur Fouché, nous vous souhaitons, à cette occasion-là, qui est un peu difficile pour vous, on comprend, nous vous souhaitons un débat fertile et producteur, justement, d'évolution positive. Il reste quand même la question que les médias, jusqu'à maintenant, n'ont pas du tout pris en compte ce que vous êtes en train de nous expliquer. Et est-ce que vous pensez que ça pourrait changer un petit peu un jour? Alors, ce que je vois, c'est que de nombreux médias sont en perte de vitesse dans les médias de grand chemin, et que de très nombreux petits médias, on va dire, ou médias alternatifs, sont en train de se créer de partout, comme si, alors que les médias se raidissent autour d'un discours faux et qui est évidemment en désaccord avec le réel, au contraire, il y avait un foisonnement de possibles qui était en train d'émerger. Voilà, là-dedans, il y aura à boire et à manger, il y aura des gens qui feront des trucs très fous et d'autres des choses très chouettes. Mon espoir, c'est que c'est en train d'arriver et que ça permette aussi aux gens de comprendre que l'histoire générale qu'on raconte, le récit collectif, est ce qui nous tient ensemble. Et donc, on a besoin d'un récit alternatif au récit qui est porté de peur, de terreur, de colère, on va tous mourir par voilà, parce que le changement climatique, parce que les punaises de lit, parce que je sais pas quoi. Il y a une autre façon de regarder les choses de manière plus ample, moins monstrueuse, moins caricaturale et moins spectaculaire, mais qui permet d'œuvrer ensuite. Et c'est en train d'arriver. D'autre part, je crois qu'il y a non seulement les médias, mais ensuite il y a nos relations directes entre nous et les relations avec nos tutelles. Je vous ai dit qu'on avait besoin de l'ordre des médecins, je le pense, ou en tout cas de quelque chose qui soit une sorte de confraternité des médecins. On n'a pas besoin de s'appeler l'ordre, peut-être qu'on a besoin d'un peu de désordre des médecins d'abord, et d'aller les convoquer. Et mon espoir, c'est qu'à partir du 19 octobre, finalement, beaucoup de gens se disent et si on allait vraiment déposer un dossier technique, prendre rendez-vous chez notre médecin, chez le chef de service de tel service de médecine, chez le directeur de l'hôpital, chez l'ordre des médecins, chez l'ARS, enfin c'est les structures en France, hein, mais vous avez un peu l'équivalent en Suisse, en acceptant l'idée que c'est une sorte de jeu de go. Faire retirer du marché, c'est la NSM en France. Mais la NSM veut pas vous parler. Elle veut rien faire. Et on sait qu'elle est corrompue. Elle l'est depuis très longtemps et ça continue. Très bien, il va falloir encercler méthodiquement et progressivement la NSM jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'autre choix. C'est ce qu'on fait dans le jeu de go. En parlant avec les ordres des médecins, en parlant avec les ARS, en parlant avec les médecins, en parlant, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour moi l'idée stratégique qu'il y a derrière. Parce que si vous arrivez avec ce dossier technique, vous avez le logos, l'explication rationnelle de ce qui se passe sur la qualité, sur la science, etc. Et que en même temps, vous venez avec des gens qui sont victimes d'effets secondaires et qui font partie d'associations de patients. Vous avez le pathos. Le pathos, c'est le deuxième élément en rhétorique pour emporter l'adhésion. C'est aller mettre en mouvement les émotions. Parce que personne ne peut rester insensible quand on lui dit qu'on a perdu son fils de 18 ans des suites de AstraZeneca. Personne ne peut rester de marbre et dire tout va bien. Non, il y a un problème. Logos, pathos, ethos. Troisième dimension de la rhétorique aristotélicienne. L'ethos, c'est la posture. Est-ce qu'on cherche à gagner du pognon? Est-ce qu'on cherche à avoir le pouvoir? Est-ce qu'on est en colère? Non, on fait ça de manière bénévole. On cherche pas à avoir le pouvoir. On n'est pas en colère, on cherche à rouvrir de la discussion. Si vous avez ces trois éléments-là, vous êtes capable de changer le monde. C'est mon espoir. Bien, Louis Fouché, nous vous remercions beaucoup de ces explications et nous vous souhaitons un très bon processus, si on peut dire, à travers cette comparution du 19 octobre. À bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci à toute l'équipe technique qui est derrière. Ça va bien se passer. Ok. Coupé.